Le fils du baron était tombé sur le dallage de pierre, les yeux clos, le corps glacé par la frayeur, tandis que l'esclave Hélène s'agenouillait à ses côtés, les mains tremblantes, serrant quelque chose de petit, de sombre, et qui bougeait. Les pas lourds du maître de maison résonnèrent dans le manoir. Le baron Charles de Valois entra dans la pièce, le visage pâle de terreur. « Qu'est-il arrivé à mon fils » cria-t-il. Les lèvres d'Hélène tremblèrent, tandis qu'elle le regardait, les yeux remplis de larmes. « Je ne l'ai pas blessé, monsieur, » murmura-t-elle. « Je vous jure que j'essayais juste d'aider. » Hélène ouvrit lentement la paume de sa main. À l'intérieur se trouvait quelque chose que personne n'avait jamais vu, quelque chose d'étrange, de sombre et d'humide, qui brillait sous la lumière des bougies. Tous dans la pièce reculèrent, les visages pâles, jusqu'à ce qu'un doux son brise le silence. « Hubert !» Le mot vint du garçon, le même garçon qui était né sourd, le même garçon qui n'avait jamais prononcé un seul mot de sa vie. Et ce fut alors que le baron réalisa que l'esclave venait de faire l'impossible. Avant de continuer, dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Et si vous aimez cette histoire d'époque, laissez un pouce bleu spécial et abonnez-vous à la chaîne, car j'ai de nombreuses autres histoires émouvantes de l'époque coloniale française à vous raconter. Partons ensemble dans ce voyage. Le manoir des Valois était un endroit où même le silence avait son propre poids. Chaque recoin de la propriété brillait de propreté. Chaque chandelier en argent étincelait comme de l'or sous la lumière des bougies et des lampes à huile. Les murs blanchis à la chaux exposaient des peintures venues de France, et les meubles en palissandre avaient été sculptés par les meilleurs artisans de la colonie. Pourtant, quelque chose semblait manquer à cet endroit. La maison était immense, mais portait un vide qu'aucune décoration ne pouvait cacher. Les esclaves se déplaçaient en silence d'une pièce à l'autre, prenant soin de ne pas faire de bruit. Leurs ombres glissaient le long des couloirs, tandis qu'ils accomplissaient leurs tâches avec précision et peur. On disait que le propriétaire de la maison, le baron Charles de Valois, aimait les choses ainsi, en parfait ordre et dans un silence absolu. Charles était un homme qui vivait pour la perfection. Son monde était fait d'affaires avec la couronne française, de cargaisons de sucre et de café, de contrats d'exportation, valant des fortunes en or. Il possédait des terres s'étendant à perte de vue, des dizaines d'esclaves travaillant dans ses plantations, et un nom respecté et craint dans toute la province. Mais derrière l'apparence calme de son visage se cachait un père qui ne parvenait pas à dormir la nuit. Son fils unique, Lucas, était né sourd. Aucun remède venu de France, aucun médecin de la cour, aucun guérisseur local n'avait pu changer cela. Il avait passé des années à faire venir des spécialistes de Paris, de Bordeaux, même de Lyon. Il avait payé des fortunes en pièces d'or à des hommes qui promettaient des guérisons miraculeuses avec des herbes rares, des sangsues, des onguents importés et des prières spéciales. Mais à chaque fois, il retrouvait les mêmes visages découragés, les mêmes épaules rentrées, le même silence vide qui le suivait jusqu'à la maison. Lucas avait 10 ans maintenant. Il n'avait jamais entendu le son de la pluie tombant sur les tuiles du manoir. Il n'avait jamais entendu la voix grave de son père. Il n'avait jamais prononcé un seul mot. Le seul son était ce qu'il voyait sur les lèvres des autres quand il parlait. Parfois, il s'asseyait près de la fenêtre en bois sculpté et pressait son oreille contre le verre venu d'Europe, observant les arbres bouger dehors, comme s'il chuchotait des secrets qu'il ne pourrait jamais entendre. Il voyait les oiseaux ouvrir le bec, les chevaux dans les écuries agiter leurs crinières, les esclaves travailler au loin dans les champs, mais tout n'était que silence pour lui. Les esclaves et domestiques de la maison avaient appris à lui parler en utilisant des signes inventés, bien que la plupart n'essayassent que rarement. Certains le plaignaient, d'autres le craignaient, comme si son silence portait malheur ou était une punition divine. Il chuchotait quand il passait, faisait le signe de croix et détournait le regard. Mais une personne le regardait différemment. Son nom était Hélène. Hélène était nouvelle au manoir, une jeune esclave d'une 20aine d'années.
Elle venait des quartiers d'esclaves d'une plantation voisine après que son ancien maître l'eut vendue pour payer ses dettes. Sa mère était décédée de la fièvre quelques années auparavant et Hélène portait cette douleur comme une blessure qui ne guérissait jamais complètement. Elle portait la même robe de coton brut tous les jours, lavée soigneusement à la rivière tous les matins avant le lever du soleil, et attachait ses cheveux crépus en un chignon soigné recouvert d'un foulard blanc. Hélène travaillait en silence, sans jamais se plaindre, sans jamais causer de problème, mais sous son visage calme vivait un cœur rempli de souvenirs qu'elle ne pouvait oublier. Hélène avait un jeune frère nommé Kofi. Il avait perdu Louis après une étrange infection quand ils étaient enfants, encore en Afrique, avant d'être emmenés vers les Antilles françaises sur les navires négriers. Elle se souvenait comment les contremaîtres les avaient chassés lorsqu'ils avaient demandé de l'aide, parce que les esclaves malades ne méritaient pas de soins. Elle se souvenait du regard de désespoir sur le visage de sa mère, et comment Kofi était mort en silence, des années plus tard, sans jamais plus entendre sa voix, ou les chants que sa mère chantait dans leur langue natale. Depuis lors, Hélène portait une promesse silencieuse dans son cœur. Si un jour elle trouvait un autre enfant comme lui, elle ne détournerait jamais le regard. La première fois qu'Hélène vit Lucas, il était assis sur la véranda en pierre du manoir, alignant de petits chevaux de bois. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle passa portant un panier de linge propre, mais elle remarqua quelque chose d'étrange chez lui. Il ne bougeait pas comme la plupart des enfants qu'elle connaissait. Il était trop précautionneux, trop silencieux. Ses yeux étaient remplis de quelque chose qu'elle reconnaissait très bien. Une profonde solitude, la même solitude qu'elle voyait dans le reflet des eaux de la rivière lorsqu'elle pensait à Kofi. À partir de ce jour, Hélène commença à lui laisser de petites choses sur les marches de la véranda. Un oiseau fait de feuilles de bananier pliées, un petit pain de sucre enveloppé dans du papier kraft, un simple dessin fait au fusain sur un morceau de tissu. Au début, Lucas ne réagit pas, mais un matin, elle trouva le pain de sucre disparu et les oiseaux de feuilles à côté de ses chevaux de bois. Petit à petit, quelque chose commença à changer entre eux. Quand Hélène nettoyait les fenêtres près de la pièce où il jouait, il s'approchait lentement, observant son reflet dans le verre. Elle souriait et agitait la main. Il commença à agiter la main en retour, timide au début, puis avec plus de confiance. Une fois, lorsqu'elle laissa tomber une tasse en argile qui se brisa sur le sol, il rit silencieusement, tenant son ventre avec ses petites mains. Ce fut la première fois que quelqu'un dans le manoir le vit sourire pour de vrai. Jour après jour, Hélène devint la seule personne en qui Lucas avait vraiment confiance. Elle lui enseigna de petits signes avec les mains, des gestes simples qu'ils créèrent entre eux, et il lui apprit à voir la joie dans les petites choses, comme un papillon se posant sur la fenêtre ou le vent faisant bouger les rideaux de lin. Elle ne le traitait pas comme un malade ou un maudit. Elle le traitait comme un garçon qui méritait d'être entendu à sa manière. Mais tout le monde n'était pas content de cela. Une nuit, alors qu'Hélène nettoyait la grande table à manger en bois précieux, le régisseur de la maison, maître Bernard, s'approcha d'elle à pas lourds. C'était un homme d'âge mûr, homme libre de couleur, qui servait le baron depuis plus de 20 ans et qui traitait les autres esclaves avec sévérité pour prouver sa loyauté envers son maître. « Vous devriez rester loin du garçon », murmura-t-il d'une voix sèche, ses yeux sombres fixés sur elle. Le baron Charles n'aime pas que les esclaves s'approchent trop de son fils. Hélène leva les yeux, surprise, ses mains tenant toujours le chiffon. « Mais il semble plus heureux maintenant », dit-elle à voix basse, presque un murmure. Le petit monsieur sourit quand il me voit. « Cela ne vous regarde pas, » répondit Bernard fermement. « Vous êtes ici pour servir, pas pour créer des liens. Rappelez-vous votre place, Hélène. Vous êtes la propriété de cette maison, pas de la famille. » Hélène ne dit rien, mais son cœur était en désaccord avec chaque mot. Elle savait ce qu'était la solitude qui rongeait de l'intérieur, et elle voyait à chaque fois qu'elle regardait dans les yeux de Lucas le même vide qu'elle avait vu chez Kofi avant qu'il ne quitte ce monde.
Cette nuit-là, tandis que les autres esclaves rejoignaient les cases des esclaves pour dormir sur leurs nattes de paille, Hélène s'assit près de la petite fenêtre pensive. Le son des grillons dehors et le vent dans les arbres remplissaient la nuit, mais son esprit était lointain. Elle se souvint de Kofi, son frère, et comment personne n'avait assez de compassion pour remarquer sa douleur avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Pas avec Lucas, pas quand elle avait la chance de faire différemment. Le lendemain matin, le soleil s'était à peine levé lorsqu'elle trouva Lucas assis seul dans le jardin arrière, près du parterre de roses dont la baronne, sa mère, s'occupait avant de décéder de la fièvre jaune 2 ans auparavant. Le garçon se grattait l'oreille droite et fronçait les sourcils, un geste de malaise qu'elle remarqua immédiatement. Il semblait inquiet, différent de d'habitude. Hélène s'agenouilla à ses côtés sur l'herbe encore humide de rosée et fit doucement le signe qu'ils avaient créé ensemble, touchant légèrement sa propre poitrine, puis pointant vers lui. « Tu vas bien ?» Lucas secoua la tête négativement, ses petits yeux remplis de gêne. Il montra son oreille et fit une grimace. Elle se pencha avec précaution, tournant un peu sa tête pour mieux voir. La lumière dorée du matin frappa son oreille, et pendant une seconde, elle vit quelque chose qui fit arrêter son cœur. Bien au fond du conduit auditif, quelque chose de sombre brillait. Hélène cligna des yeux, incertaine de ce qu'elle avait vu. Cela ressemblait à une petite ombre, qui bougeait légèrement, quelque chose de vivant. Mais elle pensa qu'elle se trompait peut-être, que c'était peut-être juste la lumière du soleil créant des illusions. Elle ne le toucha pas, se contenta de sourire en essayant de le calmer et dit doucement avec ses mains et ses lèvres « Nous allons le dire à ton père, d'accord? Il appellera un médecin pour toi. » Lucas secoua la tête avec force, ses yeux s'écarquillant de peur. Il fit un signe rapide et désespéré qu'ils avaient de créer ensemble, pas les médecins. Ses petites mains tremblaient tandis qu'il signalait à nouveau, plus lentement cette fois, pour s'assurer qu'elle comprenait. Il me blesse. Hélène resta paralysée. La douleur et la terreur brillèrent dans ses yeux comme des braises ardentes, et à ce moment-là, elle comprit tout. Il n'avait pas seulement peur des médecins et des guérisseurs, il était terrifié. Combien de fois avait-il été maintenu contre son gré pendant que des hommes lui enfonçaient des instruments étranges dans les oreilles? Combien de fois avait-il ressenti de la douleur pendant qu'il testait leurs théories et leurs traitements? Combien de promesses vides avait-il vues à travers les lèvres de personnes qui ne se souciaient pas vraiment de lui? Cette nuit-là, allongée sur sa natte dans les cases des esclaves, Hélène ne parvint pas à dormir. Le toit de paille au-dessus de sa tête semblait peser comme du plomb. L'image de cette chose sombre dans l'oreille de Lucas la hantait comme un fantôme persistant. Et si c'était quelque chose de grave? Et si c'était la vraie raison pour laquelle il ne pouvait jamais entendre? Et si, après toutes ces années, tous ces médecins coûteux, la réponse était là, si simple et si proche, mais que personne n'avait vraiment regardé attentivement? Elle pensa à chercher le baron, à lui raconter ce qu'elle avait vu, mais se souvint du fonctionnement du manoir. Sans l'approbation et la permission du baron Charles, personne n'osait s'approcher du garçon. Et le baron Charles parlait à peine avec elle. Pour lui, elle n'était qu'une esclave parmi tant d'autres, un visage sans nom qui servait sa maison. Comment pourrait-elle l'atteindre? Comment pourrait-elle faire écouter les mots d'une personne qu'il considérait comme sa propriété à un homme aussi puissant? Le lendemain, l'inquiétude ne fit qu'empirer. Lucas continuait de se toucher l'oreille toute la journée, faisant des grimaces de douleur qui brisaient le cœur d'Hélène. Elle le suivit discrètement jusqu'à la salle d'études, où il avait ses leçons avec le curé, qui venait lui apprendre à lire à travers des dessins et des symboles, le cœur battant fort d'inquiétude. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle ne pouvait plus ignorer cela. Elle ne pouvait pas simplement tourner le dos et faire comme si elle n'avait rien vu. Dans l'après-midi, en servant de l'eau fraîche dans des jarres en argile aux habitants de la maison, elle murmura une prière que sa mère lui avait apprise enfant dans sa langue natale. « Seigneur, guide-moi, s'il te plaît, montre-moi le bon chemin, protège ce garçon. »
Ce fut alors que quelque chose en elle changea. Une détermination qu'elle ne soupçonnait pas commença à grandir. Hélène réalisa que c'était peut-être le moment qu'elle attendait depuis qu'elle avait perdu Kofi. C'était peut-être la chance que Dieu lui donnait de faire différemment, de sauver une vie, au lieu de simplement pleurer celle qui était partie. Mais pour cela, elle devrait être courageuse. Plus courageuse qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Elle devrait tout risquer, même sa propre sécurité, car elle savait très bien ce qui arrivait aux esclaves qui désobéissaient ou qui touchaient les enfants des maîtres sans permission. Les punitions étaient sévères et cruelles. Mais quand elle regarda de nouveau Lucas cet après-midi-là, le voyant recroquevillé de douleur dans le coin de la véranda, seul, comme toujours, elle sut qu'il n'y avait pas le choix. Certaines choses étaient plus importantes que la peur. Certaines vies valaient tous les risques. La décision vint par un après-midi chaud d'été, lorsque le soleil frappait les tuiles du manoir et que tous cherchaient l'ombre fraîche des vérandas. Le baron Charles était parti régler des affaires au bourg et la maison était plus silencieuse que d'habitude. Hélène termina ses tâches, dans la cuisine plus tôt, et le cœur battant dans sa poitrine, chercha Lucas. Elle le trouva dans le salon, allongé sur le dallage de pierre, essayant de soulager la chaleur, mais clairement mal à l'aise. Sa main ne cessait d'aller à son oreille, et Hélène pouvait voir des larmes silencieuses couler sur le visage du garçon. Il souffrait, et cela lui déchirait l'âme, comme une lame affûtée. Hélène regarda autour d'elle. Les autres esclaves étaient occupés à leurs tâches. Le régisseur Bernard était allé aux cases des esclaves vérifier le travail dans les champs. C'était maintenant ou jamais. Elle s'agenouilla à côté de Lucas et fit les signes avec les mains, lentement et avec tendresse. Puis-je regarder? Puis-je essayer d'aider? Fais-moi confiance. Lucas la regarda avec ses yeux pleins de douleur et de peur, mais il y avait aussi quelque chose de plus, de la confiance. Il connaissait Hélène, savait qu'elle était différente. Lentement, il hocha la tête, lui permettant de s'approcher. Hélène sentit ses mains trembler alors qu'elle tournait doucement la tête du garçon sur le côté, laissant la lumière de l'après-midi illuminer l'intérieur de son oreille. Et puis elle vit clairement, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une ombre. Là, bien au fond du conduit, il y avait quelque chose de sombre, de brillant, et qui bougeait définitivement. Son cœur s'arrêta presque. C'était un insecte, une petite blatte noire qui était entrée dans l'oreille de Lucas, probablement quand il était encore bébé, et y était resté piégé toutes ces années. « Mon Dieu !» murmura Hélène, sa voix tremblante. C'était pour cela qu'il n'entendait pas. Ce n'était pas une punition divine, ce n'était pas une malédiction, ce n'était pas un mystère, c'était quelque chose de si simple, de si terrible et de si simple, que tous les médecins coûteux avec leurs traitements sophistiqués n'avaient jamais remarqué, parce qu'ils n'avaient jamais vraiment regardé. Ils étaient trop occupés à appliquer des sangsues, à prescrire des potions coûteuses, à tenter des procédures douloureuses. Personne n'avait simplement regardé. Hélène prit une profonde inspiration. Elle n'était pas médecin, elle n'était pas guérisseuse, elle n'avait aucune connaissance des livres venus de France, mais elle avait quelque chose que tous ces hommes n'avaient pas. Elle avait un amour sincère pour cet enfant, et elle avait vécu toute sa vie en utilisant ses mains pour travailler, des mains précises, des mains attentives. Elle regarda Lucas et fit clairement signe. « Ça va faire un peu mal, mais je te promets que je ferai attention. Tu me fais confiance, Lucas ?» Lucas, même avec peur, hocha la tête. Ses petites mains serrèrent l'ourlet de la robe d'Hélène, tandis qu'il fermait les yeux très fort. Hélène courut à la cuisine et revint avec un petit chiffon de coton propre, un peu d'huile de palme et une fine baguette de bois qu'ils utilisaient pour allumer les bougies. Elle mouilla la pointe du chiffon dans l'huile, le rendant doux et glissant. Puis, avec la main la plus ferme qu'elle put rassembler, le cœur priant à chaque seconde, elle commença son travail. Lentement, très lentement, elle inséra la pointe du chiffon dans l'oreille de Lucas, essayant de pousser doucement la créature vers l'extérieur. Le garçon se raidit de douleur,
Mais Hélène murmura des mots doux, des chants que sa mère chantait, des sons réconfortants, même s'il ne pouvait pas les entendre. Elle travailla avec une patience infinie, la sueur coulant sur son front, les mains tremblant légèrement, mais gardant le contrôle. Et puis, après ce qui sembla une éternité, mais ne fut que quelques minutes, elle sentit quelque chose bouger. Avec une extrême précaution, elle retira le chiffon, et avec lui vint la créature sombre, humide, encore vivante après toutes ces années. Hélène la tint dans la paume de sa main, horrifiée et soulagée à la fois. Lucas ouvrit les yeux, encore effrayé, et alors un son se produisit, un petit son, le vent claquant contre la fenêtre. Il tourna brusquement la tête vers la fenêtre, les yeux écarquillés de surprise et de confusion. Hélène laissa échapper un sanglot de joie. Il avait entendu. Après 10 ans de silence absolu, il avait entendu quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le choc du moment fut trop fort pour le petit corps de Lucas. Ses yeux se révulsèrent et il s'évanouit, tombant dans les bras d'Hélène. La frayeur, la douleur, le flot soudain de sons entrant dans un cerveau qui ne les avait jamais traités. Tout fut trop en une seule fois. « Hélène, qu'avez-vous fait ?» La voix du régisseur Bernard coupa l'air comme un fouet. Il était entré dans la pièce sans qu'elle le remarque et regardait maintenant la scène avec horreur. Le garçon évanoui, Hélène tenant quelque chose d'étrange dans sa main, tout semblait terriblement faux à ses yeux. « J'aidais », tenta d'expliquer Hélène, sa voix sortant désespérée. « Il y avait quelque chose dans son oreille, je l'ai enlevé, il va bien, je le promets. » Mais Bernard n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur le garçon inconscient et l'insecte dans la main d'Hélène. « Vous avez touché le fils du baron sans permission. Vous allez être fouetté pour cela. Peut-être même pire. » Il s'enfuit en courant, appelant d'autres esclaves. « Apportez de l'eau, appelez quelqu'un. » Le garçon s'est évanoui. Ce fut à ce moment-là que le baron Charles de Valois rentra chez lui. Il était rentré plus tôt de ses affaires au bourg et les cris et la confusion l'avaient mené directement à la pièce. Quand il entra et vit la scène, son visage devint blanc comme la chaux des murs. Son fils, son précieux fils unique, était tombé sur le sol et une esclave était agenouillée à ses côtés. « Qu'est-il arrivé à mon fils ?» rugit-il, sa voix résonnant dans tout le manoir comme le tonnerre. Il courut vers eux, son cœur battant à tout rompre, pris de panique absolue. Hélène leva le visage, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne l'ai pas blessé, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je le jure sur la mémoire de ma mère que j'essayais juste d'aider. S'il vous plaît, vous devez me croire. »« Aider ?» cria Charles, sa voix pleine de colère et de peur. « Vous avez touché mon fils. Vous vous êtes approché de lui sans ma permission. Comment osez-vous » Il s'agenouilla à côté de Lucas, vérifiant si le garçon respirait encore. Son cœur ne se calma un peu que lorsqu'il sentit la poitrine de son fils monter et descendre régulièrement. Hélène, toujours agenouillée, ouvrit lentement la paume de sa main. À l'intérieur se trouvait la blatte, sombre, humide, se déplaçant encore faiblement sous la lumière qui entrait par les fenêtres. « Ceci était à l'intérieur de lui, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Dans son oreille. C'était là depuis des années. C'est pourquoi il ne pouvait pas entendre. » Tous ceux qui s'étaient rassemblés dans la pièce, esclaves, domestiques, le régisseur, reculèrent d'un pas, les visages pâles. L'air devint dense, lourd, avec la révélation choquante. Certains firent le signe de croix, d'autres murmurèrent de douces prières. Le baron Charles regarda la créature dans la main d'Hélène, puis son fils, puis de nouveau elle. Son expression était d'une incrédulité totale, comme si son monde entier avait été bouleversé en quelques secondes. Et ce fut dans ce moment de lourd silence que Lucas commença à bouger. Ses yeux s'ouvrirent lentement, encore confus. Il regarda autour de lui, voyant tous les visages fixés sur lui, et alors, pour la première fois de sa vie, sa bouche s'ouvrit et de l'intérieur en sortit un mot, un seul mot, qui changerait tout. « Père ». La voix était faible, rauque, incertaine,
comme celle de quelqu'un utilisant des cordes vocales qui n'avaient jamais été exercées. Mais elle était claire, elle était réelle, elle était impossible, et elle se produisait juste devant les yeux de tous. Pendant un instant, personne ne bougea, pas même Charles. Le monde entier sembla s'arrêter de tourner. Le baron regarda son fils les yeux écarquillés, ne croyant pas ce qu'il venait d'entendre. Son fils, qu'il pensait ne jamais parler, jamais entendre, venait de l'appeler. Et ce fut alors qu'il comprit enfin. L'esclave Hélène, la femme dont il connaissait à peine le nom, qu'il considérait juste comme une propriété de plus, venait de faire ce que tous les médecins de Paris, tous les guérisseurs célèbres, tous les spécialistes coûteux n'avaient pas réussi à faire en 10 ans. Elle avait rendu l'ouïe à son fils. Elle avait fait l'impossible. Les larmes commencèrent à couler sur le visage du baron Charles sans qu'il ne tente de les retenir. C'était un homme puissant, respecté, craint par beaucoup. Mais, à ce moment-là, il n'était qu'un père qui venait d'entendre la voix de son fils pour la première fois. « Lucas », murmura-t-il, la voix étranglée, « tu peux m'entendre? Tu peux vraiment m'entendre ?» Lucas cligna des yeux, encore confus par tous les sons qui envahissaient ses oreilles. Le grincement des planches du sol, le vent dans les arbres dehors, le crépitement des bougies, des voix, tant de voix. Tout était nouveau, effrayant et merveilleux à la fois. Il regarda son père et hocha lentement la tête. « Oui », murmura-t-il, expérimentant sa propre voix pour la première fois. Charles tira son fils dans ses bras et le serra fort, sanglotant ouvertement. 10 ans, 10 longues années de silence, de douleur, de médecins inutiles, de promesses vides, de nuits blanches passées à prier pour un miracle qu'il pensait ne jamais venir. Et maintenant, il était là, tenant son fils, qui pouvait enfin entendre, qui avait enfin parlé. Les autres, dans la pièce, restaient paralysés, témoins de quelque chose qui semblait impossible. Le régisseur Bernard avait la bouche ouverte de choc. Les autres esclaves chuchotaient entre eux, certains pleurant d'émotion, d'autres simplement trop abasourdis pour réagir. Charles se tourna finalement vers Hélène, qui était toujours agenouillée sur le sol, tremblante avec la créature morte dans sa main. Il la regarda longuement, ses yeux rouges de larmes, mais remplis de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu diriger vers elle auparavant, de la gratitude, du respect, de la reconnaissance. « Et comment saviez-vous » demanda-t-il, la voix encore tremblante. « Comment avez-vous vu ce que tous ces médecins n'ont pas pu voir ?» Hélène baissa humblement les yeux. « J'ai eu un frère, monsieur, » commença-t-elle lentement. « Il est aussi devenu sourd quand nous étions enfants. Je n'ai pas pu le sauver, mais j'ai appris à regarder, à vraiment regarder. Quand j'ai vu le petit monsieur Lucas souffrir, je devais essayer. Pardonnez-moi si j'ai mal agi, mais je ne pouvais pas le laisser souffrir. » Charles secoua la tête, traitant encore tout cela. « Vous n'avez rien fait de mal, Hélène. Vous avez fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Vous avez regardé mon fils, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne qui souffrait. » Il fit une pause en essuyant ses larmes. « Vous m'avez rendu mon fils. » Dans les jours qui suivirent, le manoir des Valois se transforma complètement. Lucas était fasciné par le monde des sons. Il passait des heures à simplement écouter, demandant aux gens de lui parler, jouant des instruments, riant du bruit des animaux. Sa voix était encore faible, et il parlait lentement, trébuchant sur les mots. Mais chaque son qui sortait de sa bouche était un miracle célébré. Charles appela Hélène pour une conversation privée dans son bureau quelques jours plus tard. La pièce était imposante, avec des murs recouverts de livres venus d'Europe et un grand bureau en palissandre. Hélène entra nerveusement, ne sachant à quoi s'attendre. « Hélène » commença le baron. Sa voix était très différente du ton autoritaire qu'elle était habituée à entendre. « J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à construire des richesses, à étendre des affaires, à accumuler des propriétés. Je pensais que l'argent pouvait tout acheter, même la santé de mon fils. » Il fit une pause, regardant par la fenêtre. « Mais vous qui n'avez rien d'autre que votre bonté,
avez fait ce que tout mon or n'a pas pu acheter. Vous m'avez appris que je cherchais au mauvais endroit. » Il se tourna vers elle. « À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus esclave dans cette maison. Je vous accorde votre lettre d'affranchissement. Vous êtes libre, Hélène. » Hélène sentit ses jambes fléchir. Libre, le mot qu'elle osait à peine rêver. « Monsieur !» Elle ne trouvait pas ses mots. Charles leva la main doucement. « Mais j'ai une demande à faire, non pas en tant que votre maître, mais en tant que père reconnaissant. Restez avec nous. Non pas comme esclave, mais comme membre de cette famille. Lucas a besoin de vous. » Et il admit avec un faible sourire. « J'en ai aussi besoin. Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. » Dans les mois qui suivirent, tout changea. Hélène reçut une chambre propre dans la grande maison, des vêtements dignes, et assuma le rôle de gardienne et d'institutrice de Lucas. Elle lui apprenait à parler mot par mot, son par son. C'était un travail ardu, mais rempli de joie. Chaque progrès, chaque nouveau mot était une victoire partagée, mais le plus grand changement se produisait chez le baron Charles lui-même. Il commença à tout remettre en question autour de lui. S'il avait été si aveugle sur la condition de son propre fils, sur quoi d'autre était-il aveugle? Il commença à observer comment il traitait ses esclaves, comment il menait ses affaires, comment il voyait le monde. Une nuit, assis sur la véranda sous le ciel étoilé, avec Lucas endormi sur ses genoux et Hélène assise près de lui dans une chaise à bascule, Charles rompit le silence. « Hélène, » dit-il pensivement, « vous m'avez fait voir que j'ai construit un empire sur le dos de personnes que j'ai traitées comme des choses, pas comme des êtres humains. Comment puis-je vivre avec cela maintenant ?» Hélène le regarda, ses yeux sages malgré sa jeunesse. « Monsieur ne peut pas changer le passé, » dit-elle doucement, « mais il peut changer l'avenir. Il peut commencer à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Il peut utiliser son pouvoir pour faire le bien. » Charles hocha lentement la tête. Dans les jours suivants, il commença à apporter des changements. Il améliora les conditions dans les cases des esclaves, réduisit les heures de travail forcées, garantit une alimentation adéquate et des soins médicaux. Beaucoup d'autres planteurs de la région le traitèrent de fou, de faible. Ils dirent qu'il détruisait l'ordre naturel des choses. Mais Charles ne se souciait plus de leur opinion. Il commença aussi à utiliser son influence différemment. Il fit construire une petite infirmerie sur la propriété, non seulement pour ses esclaves, mais ouverte à toute personne de la région ayant besoin de soins. Il engagea un jeune médecin de Paris qui partageait sa nouvelle vision et le paya généreusement pour qu'il reste et traite tout le monde équitablement, libre ou esclave. Lucas, maintenant âgé de 11 ans, s'épanouissait. Sa parole s'améliorait jour après jour, et il avait une curiosité insatiable pour tout. Il suivait Hélène partout, posant 1000 questions, voulant apprendre tout ce qu'il avait manqué pendant ces années de silence. La connexion entre eux était profonde. Elle était devenue non seulement son institutrice, mais la grande sœur qu'il n'avait jamais eue. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Lucas s'arrêta et regarda Hélène. « Puis-je te demander une chose ?» dit-il d'une voix qui sonnait maintenant presque naturelle, avec juste un léger accent différent. « Bien sûr, » répondit Hélène, arrangeant une fleur qui était tombée de ses cheveux. « Pourquoi m'as-tu aidé ce jour-là » demanda-t-il, ses yeux curieux. « Tu savais que tu pouvais être puni. Pourquoi as-tu tout risqué pour moi ?» Hélène s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Parce que j'ai vu en toi mon frère Kofi, » dit-elle avec honnêteté. Et parce que certaines choses sont plus importantes que la peur. Tu méritais d'être entendu, Lucas. Tout enfant le mérite. Lucas serra Hélène fort dans ses bras. « Tu es mon héroïne, » murmura-t-il. Cette nuit-là, pendant le dîner, Charles fit une annonce. Il avait décidé de commencer à affranchir graduellement tous ses esclaves, leur offrant un travail rémunéré à ceux qui voudraient rester. C'était une décision radicale qui causerait un scandale parmi l'élite de la province, mais il ne s'en souciait plus. Hélène, assise à table avec eux pour la première fois en tant qu'égale, vit des larmes de gratitude dans les yeux de nombreux serviteurs. Elle savait que le changement serait lent,
qu'un homme seul ne pouvait pas renverser tout un système, mais c'était un début planté par l'amour, arrosé par la compassion, et qui, peut-être avec le temps, pourrait fleurir en quelque chose de plus grand. Des mois plus tard, par un après-midi tranquille, Hélène était dans le jardin apprenant à Lucas à identifier différents oiseaux par leur chant. Charles les observait depuis la véranda et, pour la première fois depuis de nombreuses années, sentit une véritable paix dans son cœur. « Père !» appela Lucas en courant vers lui. « Tu as entendu? C'était un merle. Hélène me l'a appris. » Charles rit, prenant son fils dans ses bras. « Oui, mon fils, j'ai entendu. Ta voix est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. » Hélène s'approcha, un doux sourire sur le visage. Le baron la regarda avec une profonde gratitude. « Vous savez, Hélène, dit-il pensivement, je pensais avoir tout, des terres, de l'or, du pouvoir, mais je n'avais rien jusqu'à ce que vous me montriez ce qui importe vraiment. »« Et qu'est-ce que c'est, monsieur ?» demanda Hélène, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Amour, » répondit-il simplement. « L'amour qui voit au-delà des apparences, qui entend au-delà des mots, qui guérit au-delà de la médecine. Vous n'avez pas seulement sauvé mon fils ce jour-là, Hélène, vous m'avez aussi sauvé. » Le soleil commença à se coucher sur les terres des Valois, peignant le ciel d'orange et d'or. Dans le manoir, qui était auparavant silencieux, résonnaient maintenant des rires, des conversations, de la vie. Lucas courait dans le jardin poursuivant des papillons, sa voix claire appelant Hélène, lui demandant de regarder chaque découverte. Et Hélène, la jeune femme qui avait commencé comme esclave, qui portait la douleur d'avoir perdu un frère, avait trouvé non seulement la liberté, mais un but. Elle avait transformé une maison de silence en un foyer rempli de sons d'amour. Et parfois, les nuits tranquilles, quand elle regardait les étoiles, elle murmurait une prière de remerciement, sachant que Kofi serait fier. Elle n'avait pas pu le sauver, mais elle avait sauvé l'autre. Et cela, d'une certaine manière, apporta aussi la guérison à son propre cœur. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aime beaucoup connaître votre avis. Et regardez, une vidéo apparaît sur votre écran. Cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté.